Alors, on a vu dans des sessions précédentes comment commencer à analyser des données via des fonctions spécifiques pour calculer la moyenne, pour calculer le nombre de valeurs qui sont présentes dans un tableau. Donc là, on va essayer de les voir un peu plus en détail, toutes ces fonctionnalités d'analyse statistique. Au final, une moyenne, ça peut paraître simple, mais ça reste de la statistique. Et donc par rapport à ça, je voulais reclarifier avec vous quelques définitions. Donc là, ça va être la partie un petit peu théorique du cours, où on va se réattaquer aux notions fondamentales avec les métriques les plus connues en tous les cas, sur tout ce qui est analyse statistique descriptive. Par rapport à ça, on va démarrer du coup avec la moyenne qui est sûrement voilà, le plus commun qu'on puisse avoir en tête, mais c'est toujours bien de se rappeler la définition. Donc une moyenne va prendre l'ensemble des valeurs, les additionner et on va diviser cet ensemble par le nombre d'éléments. Donc là par exemple je vais faire une moyenne entre trois élèves, un qui a eu 12 sur 20, le deuxième 15 sur 20 et le troisième 11 sur 20. Donc je vais faire 12 plus 15 plus 11 divisé par 3 et je me retrouve avec la moyenne. À chaque fois ici je vais vous placer la définition de la formule en fait, juste pour que vous l'ayez à l'esprit, mais pas du tout obligatoire de les connaître hein, pour pouvoir les utiliser par la suite. Voilà pour la moyenne, rien de compliqué. Ensuite, la médiane qui parfois est confondue avec la moyenne, mais qui pourtant ne fait pas du tout la même chose. En gros, le travail de la médiane, c'est d'estimer la valeur dans une série qui coupe l'échantillon en deux parts égales. Ici, je vais avoir par exemple, alors on va peut-être prendre on va prendre ce cas-là. Donc j'ai trois élèves et je souhaite savoir à quel endroit en fait j'ai un équilibre entre le groupe qui est avant un élève et le groupe qui est après. Et donc là, typiquement, ici, bah, en fait, ça va tout simplement être celui du milieu. Et donc la valeur du milieu, c'est 12. Donc la médiane de cette série, là, de 11, 12 et 15, ça sera 12. Le cas un peu plus complexe, c'est quand vous avez des nombres d'observations qui sont pairs. Donc là, par exemple, j'ai 4 élèves, un qui a 11 sur 20, 12 sur 20, 15 sur 20 et encore 15 sur 20. Et donc là, j'ai pas de personne au milieu, parce qu'au final, j'ai bien deux personnes au-dessus et deux personnes en dessous quand je souhaite séparer le groupe en deux. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt prendre les deux valeurs qui sont adjacentes au milieu de la série et calculer la moyenne de ces deux éléments-là. Donc je vais faire 15 plus 12 divisé par 2 et ça me donne 13,5. La médiane, elle se différencie du coup de la moyenne parce qu'au lieu de la moyenne qui va prendre toutes les valeurs et calculer la valeur qui est approximative plus les différents jeux de données, là en gros c'est juste à quel moment j'ai autant de personnes à gauche que de personnes à droite, et donc ça va me donner plutôt une répartition de population, et on en revient notamment à la définition qu'on avait fait de la visualisation des box plots, des boîtes à moustaches, où du coup le trait qui était au milieu des boîtes à moustaches représentait finalement la médiane, et les quartiles 1, 2, 3, 4 du coup nous donnaient du coup la répartition. Donc il y a vraiment une notion de distribution sur une valeur donnée. Donc c'est une information qui est également intéressante. Et d'ailleurs, bon, on y vient du coup, les quartiles en fait qui sont exactement dans la même veine que la médiane, et d'ailleurs ici le quartile numéro 2 est la médiane. Donc pour comprendre un petit peu, donc on va se retrouver encore une fois là avec des élèves qui ont eu des notes sur 20, donc 6, 7, 9, 10, etc. etc. Et donc on souhaite savoir quelle est la valeur qui va déjà inclure le premier quart de ma population. Donc là, typiquement, j'ai 12 élèves. Donc je vais prendre ici la valeur qui se trouve au milieu, entre les 3 premiers et les 9 suivants. Donc ça va bien m'isoler un quart. Et donc je sais que j'ai un quart de ma population dont la note est inférieure à 9,5. Ensuite, j'ai un autre quart de ma population dont je sais que la note se situe entre 9,5 et 10,5, parce que là on a encore calculé du coup le deuxième quartile. Encore un quart de la population entre le deuxième quartile et le troisième quartile. Donc pareil, là on a calculé la moyenne des deux vu que c'est la même valeur, c'est 14. Et finalement je sais que j'ai un quart de ma population, le dernier quart du coup, dont la note se situe soit égale soit supérieure à 14. Donc voilà, c'est exactement la même chose que les boîtes à moustaches qu'on avait vues, c'est juste la manière mathématique de le décrire et ça permet d'avoir une idée des proportions, d'avoir une idée de est-ce qu'au final toutes les notes sont situées plutôt sur des notes autour de 7, 8, 9 ou au contraire il y a plus de bonnes notes, donc une concentration plus importante autour des 14, 15, 16, 17 et 18,
etc., etc. Donc là, vous voyez, typiquement ici, on voit qu'il y a un élément qui est très ramassé. Entre le Q1 et le Q2, on n'a que 1 point de différence, donc on a vraiment beaucoup de notes qui sont ramassées entre 9 et on va dire 11, et après un peu moins de valeur du coup sur la suite, donc de 13 à 18, où on a un petit peu moins d'élèves. Voilà pour les quartiles. Ensuite, le mode. Alors, qu'est-ce que le mode? On va avoir des élèves, donc de très nombreux élèves. Imaginons qu'on en ait, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine, peu importe. Et on va regarder du coup quelles ont été leurs notes par rapport à un devoir, et on va compter le nombre de fois où des élèves ont eu 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur 20, et on va du coup retenir uniquement celle qui a le plus d'élèves qui la représentent. Donc là par exemple, imaginons que sur les 30 élèves, j'en ai eu 10 qui ont eu 12 sur 20, et ensuite il y en avait peut-être eu 7 qui ont eu, je sais pas, 11 sur 20, et bien le mode de cette distribution, c'est 12 sur 20, c'est la valeur qui a été majoritaire dans les notes de mes élèves. Tac. L'écart type. Alors l'écart type, qu'est-ce que ça permet de faire? En gros, vous allez avoir pareil des élèves qui ont eu des notes avec, je sais pas, une moyenne qui est à 12 sur 20, imaginons. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que j'ai une classe qui est homogène ou une classe qui est hétérogène? Est-ce que, en gros, j'ai des gens qui ont 6 et 18 et du coup, je me retrouve avec une moyenne à 12? Ce qui veut dire que ma classe est très hétérogène. Ou est-ce que j'ai des gens qui ont eu 10 et d'autres 14, et auquel cas ma classe est très homogène? Et bien justement, pour avoir ce complément d'information par rapport à la moyenne, on va calculer ce qu'on appelle l'écart type. Donc l'écart type, qu'est-ce qu'il fait? On va calculer la moyenne, et après on va regarder l'écart qu'il y a entre la moyenne et la note de chaque élève. Et cette valeur-là, du coup, on va la mettre au carré, et on va ensuite la diviser par le nombre total. Donc on va en faire l'addition, on va le diviser par le nombre total de valeurs rencontrées, et on va en faire la racine. L'idée déjà de le mettre au carré, c'est du coup de n'avoir que des valeurs positives. Donc là par exemple, j'ai la moyenne qui est à 12, là j'ai un élève qui a eu 11 sur 20, donc j'ai un écart de 1, parce que du coup j'ai fait 1 moins, donc j'ai fait... alors que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça. Donc du coup j'ai eu 1 de différence, mais vu que je le mets au carré, du coup j'aurai une valeur positive au lieu de moins 1. Et donc là, de la même manière, là, imaginons qu'il ait eu 13 et du coup il y a 1 point d'écart, et là qu'il ait eu 15 et qu'il y ait eu 3 points d'écart, etc., etc. Donc en gros, cette valeur-là, plus elle est grande et plus l'hétérogénéité de la classe est prononcée. Et plus l'écart type est faible, et l'inverse, et plus la classe est homogène. Donc c'est une information qui est plutôt intéressante. Et ouais, voilà. Donc on a vu les définitions les plus importantes par rapport à ces métriques, à ces métriques statistiques un petit peu de base, et maintenant on va se pencher sur un vrai cas pour pouvoir les utiliser. Alors je vous invite à ouvrir le fichier qui s'appelle courte statistique descriptive et qui se trouve dans mon dossier étape 6 statistique descriptive, exactement, du coup le même nom entre les deux. Et donc on va se retrouver avec un jeu de données qu'on avait déjà pu rencontrer, qui sont les groupes de métal par rapport à un nombre de fans qui a été constaté sur un site web. Alors on ne sait pas forcément quel est le site web, peu importe, c'est juste un jeu de données qu'on a à disposition. En première colonne, on aura l'origine du pays, du groupe de rock. En colonne B, le nom du groupe. En colonne C, le nombre de fans qu'il y a sur le site web qui met à disposition les données. En D, la date de création du groupe. En E, la date éventuelle de séparation. Et si le groupe n'est pas séparé, il y aura un tiret comme ici qui apparaîtra. Et finalement, le style de métal que c'est, donc du thrash, du heavy, etc., etc. La première question qu'on nous demande de résoudre, enfin en tout cas la première problématique, c'est de déterminer le nombre de groupes dans le tableau. Et pour ça, on va utiliser une fonction qu'on a déjà eu l'occasion d'utiliser, mais voilà, ça fera un rappel sur tout ce qui est du coup analyse d'un jeu de données, qui s'appelle nombre val, ici. Et comme son nom, comme sa définition l'indique, ça détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à avoir. Et donc là, on va aller ici sélectionner notre tableau. On va aller tout en bas. Voilà. On va refermer. Et là, du coup, il nous a calculé. Donc effectivement, alors, le jeu de données en entier est de 5000 valeurs. Donc effectivement, on a bien un nom de groupe sur chacun des
des lignes. Attention quand vous utilisez cette fonctionnalité, parce qu'on pourrait dire, bon, au final, je peux prendre n'importe quelle colonne de mon tableau pour calculer ça, parce qu'il va pas regarder le nom des groupes, en fait, il va juste regarder s'il y a une valeur ou pas dans la cellule, et il va du coup compter 1. Attention, effectivement, par rapport à ça, parce que, typiquement, si je l'avais fait sur la date de séparation, il y a des dates de séparation qui n'apparaissent pas. Donc, auquel cas, je vais me retrouver avec un nombre total de groupes qui est faux. Pareil pour les styles, cette colonne-là ne peut pas être renseignée. Par contre, le nom du groupe, normalement, c'est l'unité de ce tableau-là. En fait, s'il n'y a pas de nom de groupe, en fait, la ligne ne sert à rien. Et donc, effectivement, là-dessus, le meilleur choix à avoir pour calculer le nombre de valeurs totales dans le tableau, tout en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir des valeurs vides, c'est cette colonne-là. Donc pour ce cas-là, c'est très clair, mais pour d'autres types de tableaux, il faudra bien se poser la question de quelle est la colonne la plus pertinente. Alors ensuite, deuxième cas, un peu plus tricky par rapport au premier, là on ne doit pas compter le nombre de lignes, mais le nombre de groupes qui se sont séparés. Donc ça, du coup, on va trouver la valeur ici, avec cette colonne qui indique la date de séparation. Par contre, on ne peut pas utiliser directement ici le nombre de lignes parce que la fonction nombre de val qu'on a vu juste avant. Pourquoi? Parce que là, cette colonne-là, elle a un tiret. Et typiquement, si je vais aller appliquer la fonction donc on va voir aujourd'hui qu'on va voir sur cette partie qui est NB pour nombre, détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Mais en tous les cas, si je fais nombre val ici, comme sur le premier cas, je vais faire ici, hop là. Tac, et du coup il me retourne la même valeur parce qu'effectivement les tirets remplissent la cellule et donc n'apparaît pas comme une valeur manquante. Donc pour ça on va plutôt utiliser une fonction NB, et NB est un peu différente parce qu'elle va compter le nombre de cellules d'une plage qui contient des nombres et non pas juste une valeur. Et comme quand le groupe n'est pas séparé, la valeur qui apparaît c'est un tiret, donc c'est du texte, et bien on va tout à fait pouvoir utiliser cette fonction pour pouvoir calculer ça. Donc ici je vais encore une fois sélectionner toute ma colonne, hop, je rentre la valeur, et du coup là il va bien me calculer le nombre de valeurs, à savoir 2785. Attention aussi là-dessus, vérifiez bien le type de données que vous avez et surtout faites attention à que cette colonne de chiffres ne soit pas définie en tant que type de texte, auquel cas du coup vous aurez beau visuellement avoir un chiffre à l'intérieur, et bien il ne sera pas comptabilisé avec nombre val parce que lui s'attend à un type en nombre. Voilà, donc faites bien attention à ça, mais en dehors de ça, ça marchera du coup à tous les coups. Alors, pour la fonction suivante, on va nous demander de déterminer le nombre de groupes sans style associé. Et donc, pour calculer ça, on va se baser sur cette colonne, ici le style. Et donc, l'idée, ça va être de compter les valeurs vides. Alors, pour l'instant, on a vu comment voir quand il y a des valeurs, quand il y a des nombres, mais on n'a pas vu comment compter directement quand, au contraire, compter le nombre de lignes où il n'y a pas de valeur. Donc, pour ça, on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle NB, toujours pareil, point vide. Et donc son travail, c'est assez bien spécifique et précis dans son nom, c'est effectivement compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage. Et pour ça, du coup, on va aller sélectionner toute cette colonne et on va aller regarder ça. Donc lui, il nous remonte 0, mais imaginez que du coup là, je supprime une valeur, hop là, vous voyez, il va du coup automatiquement rajouter 1. Donc ça, c'est très pratique encore une fois pour déterminer si une colonne est utilisable ou pas, parce que potentiellement trop de valeurs manquantes. Et faites aussi attention à ce système-là, hein. Si vous cherchez des valeurs vides, vérifiez bien que la colonne est bien vide, sachant que même un espace, du coup, dans la colonne qui ne se verrait pas peut être considéré comme une valeur vide. En tous les cas, ici, on a cette fonction-là, qui ne prend pas de paramétrage particulier, si ce n'est du coup la liste qui nous intéresse. Alors toujours dans la série des comptabilisations, on va nous demander maintenant d'obtenir le nombre de groupes ayant au moins 1000 fans. Donc pour ça, on va tomber sur des fonctions qu'on avait pu voir sur le chapitre des justement de remanipulation de nos données, avec tout le chapitre sur les conditions, sur les opérateurs logiques qui permettaient de tester du coup des éléments pour ensuite appliquer d'autres traitements. Donc pour ça, on va avoir la même chose avec toujours cette racine en NB ici, et après on va faire le point si, voilà, qui apparaît ici. Et à partir de là, il va nous demander la plage sur laquelle on souhaite
comptabiliser des éléments. Donc là en gros on va aller sur tac tac tac, donc sur la plage qui est ici, ouais, le nombre de fans, voilà, hop, et je vais définir tout simplement mon critère, et donc là je peux aller directement l'indiquer ici en disant bah du coup je veux ceux qui ont supérieur, alors on va même mettre des quotes pour à 100 fans, tac. Et voilà, je me retrouve avec 692 groupes. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Donc j'ai d'abord défini sur quelle plage je souhaite que ma vérification soit faite. Donc là, c'est le nombre de fans. Et après, j'ai défini la règle qui doit s'appliquer. Et à chaque fois qu'un groupe va respecter cette règle-là, eh bien, il va compter 1. Après, le système est toujours pareil, c'est juste une somme de tous les éléments qui respectent le critère. Et si j'avais voulu faire l'inverse, bah là il faut revoir le chapitre sur les opérateurs, mais du coup on aurait mis l'inverse, donc plus petit. Pour me retourner la valeur, j'aurais pu également faire égal, et je me retrouve avec du coup 3 groupes qui ont pile poil 1000 fans, et j'aurais pu aussi faire un supérieur ou égal. Voilà. Je voulais quand même vous le montrer, celle-ci, même si on l'a vu dans le chapitre précédent. Pourquoi? Parce qu'elle a un format qui est vraiment particulier, à savoir que sur les autres fonctions, on avait plutôt tendance à dire cette série est supérieure ou égale à 100 directement, alors que là on définit la série, point virgule, et on doit mettre entre guillemets, ce qui est un petit peu contre-intuitif, entre guillemets, du coup la règle qu'on souhaite appliquer. Voilà, mais en dehors de ça, tout est normal et on peut faire exactement la même chose que sur les fonctions conditionnelles classiques. Alors, dans la même logique que le dernier qu'on avait pu voir, donc le nombre aussi, maintenant on va nous demander de gérer des cas, donc toujours un nombre de groupes qu'on souhaite avoir, mais sur plusieurs critères, donc à savoir le nombre de groupes ayant le type, ou pardon, le style heavy metal, et en plus de ça, provenant des USA. Donc là, typiquement, ça va pas marcher, le nombre 6, que sur celle-ci, je ne peux utiliser qu'un seul test, qu'une seule condition qui était ici supérieure à 100. Donc je suis obligé d'utiliser une autre fonction qui va prendre par contre la même racine. Donc c'est le nb égale nb.si.ens qui est ici. Et là qui va compter donc le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions. Donc en gros c'est la même chose, c'est juste que là on va avoir la capacité de rajouter plusieurs critères les uns à la suite des autres. Donc le premier élément qu'on nous demande, c'est que le groupe provienne des USA. Donc pour ça, je vais sélectionner cette ligne-là. Et ensuite, je vais lui dire que ça doit être égal à USA. Hop. Alors entre guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Tac. Comme ceci. Alors non, même pas en fait. Tac, on va le laisser comme ça, juste contient, enfin est égal à, pardon. Et ensuite, on va l'appliquer sur la deuxième, sur la deuxième règle qui était du coup un groupe de heavy metal. Et donc là, on va faire exactement la même chose ici et on va mettre heavy metal. Tac, voilà. Et donc on a bien notre valeur qui apparaît. Alors on pourrait faire des filtres pour tester, mais je vous assure ça fonctionne. Et en gros là ce qu'on fait tout simplement c'est de dire je sélectionne la première plage qui m'intéresse, donc à savoir les noms de pays, je veux lui appliquer mon critère est égal à USA, et je vais ensuite rajouter une deuxième condition sur la colonne F, donc F2 à F5 à F5000 qui correspond au style, et là je vais lui dire qu'il doit être égal à heavy. Donc là, on envoie par exemple ici une valeur. Et à partir de là, tout se calcule. Et là, vous voyez, hein, j'ai la capacité, si je veux, aller encore rajouter une troisième valeur, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite au niveau des conditions. Quelque chose d'un peu plus simple ici qui va être de calculer l'année de création la plus ancienne et l'année de création de groupe la plus récente. Donc pour ça, on va avoir des fonctions toutes prêtes qui s'appellent minim, min et max, donc pour min pour minimum, ici, où je vais lui demander de chercher la valeur la plus petite dans les dates de création, ici. Donc là, il va me remonter que c'était 1964. Hop,
Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec max pour maximum. Hop. Et je vais aller resélectionner à nouveau la date de création. Voilà. Et je me retrouve avec 2016, et ce qui indique vraisemblablement que eh bien, cette extraction de données qu'on a eu à disposition, qui est sur le site Kaggle, hein, je vous ai mis le lien dans le fichier, qui a été du coup extrait en 2016, parce qu'on n'a pas de groupe plus récent, et évidemment il y a eu des nouveaux groupes qui se sont créés suite à la suite de 2016. Mais en tous les cas, voilà les fonctions pour récupérer les minimums et les maximums dans une série qui est évidemment spécifique au format nombre dans Excel. Alors on vient de voir les minimums et les maximums, maintenant on va nous demander quelque chose d'un peu plus complexe qui est d'obtenir la date de création la plus vieille pour un groupe qui provient de Suède. Donc là je ne peux pas prendre toutes les valeurs, je suis obligé d'avoir déjà un premier filtre qui va uniquement me sélectionner les groupes suédois. Donc pour ça, on va quand même partir sur la fonction min, hop, en mettant égal, je vais y arriver, min, avec du coup celle qui est juste en dessous et qui va faire comme tout à l'heure sur mon autre fonction, pouvoir me permettre d'appliquer du multicritère. Donc ici je vais le sélectionner, je vais indiquer la plage qui m'intéresse, donc à savoir cette colonne D. Quel est le minimum sur cette colonne D? Voilà. Et ensuite je vais lui indiquer le critère que je souhaite appliquer, donc à savoir sur la colonne A. Alors, attendez, je vais aller un peu plus vite si je le passe comme ça, voilà. Donc je vais lui dire, tu me trouves le minimum de D2 à D5001 par rapport au fait que sur la plage A2 à 5001, donc les noms d'origine des pays, qui est du coup égal à la Suède, donc c'est écrit en anglais, donc ça sera Sweden. Alors on va le mettre en minuscule. Voilà. Sweden, tout simplement. Et donc on se retrouve avec ce critère-là, et il semblerait du coup que le groupe le plus vieux, c'est un groupe suédois, parce que c'est ce qu'on avait au minimum, je crois. Ah non, pardon, c'était 64, donc non. C'est pas le groupe le plus vieux, mais en tout cas, le groupe le plus vieux suédois dans ce jeu de données-là, c'est 1976. Alors, on va passer aux moyennes. Ici, on va nous demander de calculer le nombre de fans moyens par groupe, enfin pour chacun des groupes. Donc pour ça, on va aller utiliser, sans surprise, une fonction qui s'appelle moyenne, et ici, il va nous demander la série qui nous intéresse, donc à savoir le nombre de fans. Et c'est tout. Il y a juste ça à faire, et donc il va nous calculer qu'il y a une moyenne de 87 fans par groupe. Donc il y a plein de groupes où au final il y a extrêmement peu de fans. Donc si je descends un peu dans le tableau, voilà, donc là typiquement on est sur des très grandes séries qui sont à 40, 50, etc. etc. Donc effectivement ça peut se comprendre. Et deuxième contrainte qu'on peut nous mettre ici, c'est de calculer la moyenne, encore une fois, par rapport à un critère. Et ici, comme les minimums et les maximums, on va avoir l'équivalent, donc à savoir la moyenne, avec des potentielles conditions qui peuvent être appliquées. Donc celle-ci, on va plutôt prendre celle-ci avec le multicritère, comme ça on est sûr de pouvoir l'utiliser quel que soit le cas. Et donc là, on va aller chercher notre nombre de fans, ici. On va définir la plage du critère qui nous intéresse, donc à savoir l'origine du groupe. On va définir notre critère, contient France, et on ferme notre fonction. Et donc on se retrouve alors avec encore moins de fans, dommage pour la France, mais en tous les cas, on va bien pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour obtenir la moyenne par rapport à un critère ou plusieurs critères. Alors, on nous demande maintenant de calculer la médiane du nombre de fans. Donc pour rappel, la médiane, on l'a vu juste avant sur la première partie de ce chapitre sur les définitions théoriques de ces métriques-là, mais la médiane va du coup couper ça sera le nombre de fans où j'aurai autant de groupes
avant ce nombre-là et autant de groupes après ce nombre-là. Donc il va le couper ma population en deux. Donc pour ça, je vais utiliser sans surprise une fonction qui s'appelle médiane. Et je vais aller, encore une fois, chercher la valeur. Voilà, tac. Et donc, il se trouve que j'ai autant de groupes qui ont moins de 12 fans que de groupes qui ont 12 ou plus de fans dans mon jeu de données. Et donc ouais, si on descend, on voit qu'on en a beaucoup, ouais, on en a énormément là qui sont à 7, 8, etc., etc. Donc là aussi, c'est tout à fait possible par rapport au jeu de données qu'on a. Alors, sur la question suivante, on va nous demander quelle était l'année où il y a eu le plus de création de groupes. Parce que là, on parle des créations la plus récurrente, mais au final, la plus récurrente veut dire que c'est l'année où il y a eu le plus de groupes qui ont été créés. Donc pour ça, on va avoir le mode. Le mode, encore une fois, si vous ne voyez pas ce que c'est, retournez sur la partie théorique de ce début de chapitre, où là, du coup, ce qu'on va pouvoir indiquer, c'est la fonctionnalité mode, comme ceci. Euh, ouais, c'est ça. Tac. Ou du coup, on va pousser la date de création. Et il se trouve que dans ce jeu de données, là où il y a eu le plus de démarrage de groupe, c'était sur l'année 2005. Et finalement, le dernier cas qu'on va nous demander de gérer, c'est le calcul de l'écart type par rapport au nombre de fans. Et donc pour ça, on va avoir cette fonction, donc écart type. Alors vous allez en avoir plusieurs, ça dépend des modes de calcul. Nous, on va utiliser la méthode standard, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait aller vous renseigner sur les autres pour pouvoir potentiellement les utiliser. Donc là, je vais prendre ma fonction écart type standard et je vais aller sélectionner ma colonne C, toujours pareil par rapport au nombre de fans. Hop là. Et donc ça va m'indiquer, comme je vous disais, la moyenne des écarts, la moyenne de la racine des écarts au carré. La définition est un peu longue, mais encore une fois, je vous invite à retrouver sur le début du cours, par rapport aux valeurs. Et ça, typiquement, on pourrait aller le comparer sur les écarts types de la France, sur les écarts types, par exemple, aussi sur les styles de musique, sur la Celtic Folk, sur le power metal, etc., pour voir si j'ai un écart type qui va varier, auquel cas, on se dira que j'ai un nombre de fans plus ou moins homogène selon les critères que je peux appliquer. Dans tous les cas, là, on a la vue générique sur l'écart type qui est calculé par rapport à l'ensemble, donc les 5000 groupes qui se placent à l'intérieur de ça. Voilà pour ce qui était des fonctions de statistiques. Gardez bien en tête qu'il y en a plein d'autres. Là, vous avez vu les principales. Et avec ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses en termes d'analyse. Vous pouvez calculer le nombre de valeurs vides, récupérer les minimums, les maximums, connaître la distribution par rapport à une valeur, etc., etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez toujours aller dans l'onglet des formules et de regarder tout ce qui concerne du coup les fonctions de statistiques. Donc là, vous en avez ici, qui sont du coup plus poussées, hein. On est sur des choses un peu plus complexes en termes de statistiques, mais il y aura toujours des définitions, donc vous pouvez potentiellement aller plus loin. Mais là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un pack où vous pourrez déjà gérer énormément de choses.